Salut les terriens, soyez les bienvenus sur le journal de la Starbase. Le développement du Starship suit son cours et depuis la récente explosion du 2e étage, nous attendions avec beaucoup d'impatience ce 8e vol. Malheureusement, à l'heure où j'enregistre la vidéo, la fenêtre de tir du mardi 4 mars a été annulée en raison de problèmes rencontrés lors du décompte final. Bon, si jamais il a eu lieu cette nuit, Mathias vous aura préparé de toute façon un flash info ce mercredi. Et donc ce soir, nous ferons un bref résumé de ce lancement avorté, avec comme d'habitude en seconde partie de vidéo, Philippe qui répondra à vos questions comme chaque mercredi. Bon, vous êtes prêts? Allez-y, on décolle pour Boca Chica. L'activité sur le site de production et sur le site de lancement a connu une accélération ce week-end, vous vous en doutez. 2 jours avant le 8e vol, il a fallu préparer les 2 prototypes, avec notamment le S-34, représentant de la V2 du 2e étage, qui a reçu les simulateurs Starlink. L'objectif est de livrer pour la première fois des simulateurs de satellites, afin de vérifier entre autres le bon fonctionnement de la porte cargo du vaisseau et de son distributeur PES. Puis le S-34 sortait enfin ce second Mégabé, seulement 24 heures avant le lancement, ce qui vous en conviendrait paraît un peu court au regard de ce qu'il restait encore à faire, à savoir rassembler les 2 étages et effectuer une dernière répétition générale, le fameux Wet Dress Rehearsal. Seulement voilà, il semble bien que l'entreprise ait carrément zappé cette dernière répétition générale, sans doute très confiante sur sa rapidité d'exécution avant le décollage de la fusée. En bref, dans la nuit de dimanche à lundi, on assistait enfin à l'assemblage des 2 étages, avec encore de superbes images capturées par les équipes de NASA Spaceflight. 4 heures avant le vol, les chopsticks relâchaient enfin leur étreinte sur la fusée, s'ouvraient en grand, avec notamment, visible grâce au zoom des caméras de l'appadré, les 2 points de levage qui basculaient en arrière afin de dégager le passage pour la manœuvre de rattrapage du booster à venir. Mais toujours pas de répétition générale en vue, SpaceX semblait tout faire au dernier moment sans vraiment se soucier d'éventuels problèmes techniques de dernière minute. Enfin, le live de SpaceX se démarrait et tout semblait nominal jusqu'à environ 40 secondes avant le décollage où le booster a bloqué de lui-même la procédure. Un problème que les équipes sur place pensaient d'abord pouvoir résoudre avec une première pause dans le décompte, puis le compte à rebours a repris, mais a immédiatement de nouveau été stoppé. On apprenait quelques minutes plus tard que SpaceX avait résolu ce problème sur le booster, mais que d'autres indicateurs étaient venus bloquer cette procédure, ce qui a finalement obligé l'entreprise à annuler son 8e vol. SpaceX a finalement publié sur X un message indiquant qu'elle nous informerait du prochain créneau pour un lancement ultérieur. Bon, je ne sais pas vous les terriens, mais une petite répétition générale, ça n'aurait pas été trop, non? Est-ce que l'entreprise n'a pas confondu vitesse et précipitation cette fois? Allez, c'est l'heure de passer à vos questions, et ce soir, Philippe a répondu à celle que m'a envoyé un abonné sous le pseudo Albert Einstein. Ce qui fait que, bien évidemment, je suis très honoré de pouvoir mettre à l'honneur les interrogations et remarques d'un scientifique tel que vous sur ma chaîne. Petite question, on voit les plaques de givre se former sur l'extérieur des réservoirs des fusées quand les prototypes sont posés sur les stands d'essai ou sur le pas de tir, et pas toujours au même niveau. Les vaisseaux ont-ils besoin d'être raccordés au bras QD lors des essais au sol, type tir statique ou test cryogénique? Et si oui, pourquoi? Eh bien merci pour ta question Albert, et oui cette petite couverture de givre sur les parois des réservoirs d'ergol à très basse température, c'est un excellent moyen d'investigation pour deviner ce qui se passe à l'intérieur des fusées, que ce soit sur banc d'essai ou sur un pas de tir lors des tirs réels. Il faut dire qu'avec sa structure entièrement en acier inoxydable et dénuée de toute couche d'isolant, le Starship, côté Heavy Booster ou vaisseau, nous facilite grandement les choses. On va déjà commencer par un petit peu de vocabulaire. On parle d'ergol cryogénique lorsqu'on est en présence de carburant et comburant qui ne peuvent rester à l'état liquide à température ambiante. C'est le cas par exemple du couple hydrogène et oxygène liquide où le premier doit être refroidi par moins 270 degrés Celsius et l'autre par moins 180 degrés Celsius. On parle maintenant d'ergol stockable lorsque le carburant et le comburant sont stockés à température ambiante. Dans le monde du transport spatial, ces ergols sont souvent des ergols dits hypergoliques, caractéristiques qui les rend très simples à mettre en œuvre. Hypergolique signifie que le carburant et le comburant s'enflamment spontanément au contact l'un de l'autre, sans nécessiter la présence d'un système d'allumage. Le couple le plus répandu, c'est celui du diméthylhydrazine, UDMH, et peroxyde d'azote, N2O4, utilisé par exemple sur les moteurs d'Apogée Ariane 1 à 4, les lanceurs chinois ou sur l'ancienne navette spatiale.
Précisons bien ici que les propulseurs hypergoliques ne sont jamais utilisés sur les étages principaux d'un lanceur, mais simplement sur de petits moteurs auxiliaires ou des thrusters de faible poussée, et ce pour plusieurs raisons. Les composants chimiques concernés sont tous déjà très toxiques, il est fortement déconseillé aux délicates narines humaines de humer la très caractéristique fumée rousse produite par ce type de moteur. En plus de ça, les ISP obtenus sont assez moyens, et enfin, stocker de gros volumes d'ergol hypergolique reviendrait à fabriquer une bombe d'une redoutable efficacité en cas d'incident ou d'accident. Donc pour les premiers étages, on oublie, la sérénité est à chercher ailleurs. Revenons donc à nos traditionnels élixirs propulsifs, alcool, essence ou kérosène de qualité spatiale RP2, méthane ou hydrogène après liquéfaction. Tous sont condamnés à prendre un petit coup de froid avant d'obtenir un ticket d'entrée dans le ventre de nos lanceurs modernes. Dans le cas des essences ou kérosène, le refroidissement n'est pas abyssal, ces produits étant naturellement à l'état liquide à pression et température ambiante. Un léger surrefroidissement de ces derniers permet simplement d'augmenter un peu leur densité, de l'ordre de 6 à 7%, ce qui est toujours bon à prendre. La viscosité des produits pétroliers ayant tendance à augmenter fortement avec la baisse de la température, on se limite dans ce cas à une valeur proche de moins 20 degrés afin d'éviter une prise en masse. À ces températures, on ne voit donc rien de très spectaculaire au niveau de la paroi des réservoirs de kérosène des Falcon 9 par exemple. Par contre, côté Starship, on a 3 scénarios différents pour admirer nos belles lignes de givre. Tout d'abord les tests dits cryogéniques sur banc amassé. Ces tests sont les premiers que subit notre Star Baby, fraîchement sorti de la méga star maternité de Boca Chica. Ces tests sont une sorte de baptême initiatique en quelque sorte. La première phase des essais consiste en un gonflage sous azote gazeux à température ambiante afin de vérifier la parfaite étanchéité des réservoirs et tuyauteries diverses. Le vaisseau est boulonné sur son support, les tuyaux flexibles entre le stand de test et la plaque de connexion du vaisseau sont branchés, la mise sous pression est réalisée et contrôlée depuis une salle de contrôle au sol. Sur la platine QD, ce sont les connexions appelées LOX Pré-Press qui sont utilisées pour le gonflage des 2 réservoirs. Elles servent normalement à la mise en pression des réservoirs des vaisseaux dès que ceux-ci sont sollicités mécaniquement, en l'absence de pressurisation autogène par les moteurs Raptor, afin de leur conférer une rigidité suffisante par effet de gonflage. Notons bien au passage que le dispositif de connexion-déconnexion des stands de test au sol amassés n'ont rien de quick, traduisez rapide, car il n'y a aucun besoin de déconnexion rapide durant le test au sol. Ce mécanisme rapide n'existe en fait que sur le pas de tir réel et sert exclusivement à débrancher prestement la fusée en train de décoller avant de tout arracher. Cette étape préliminaire réussie, le second test de la procédure normale, c'est le remplissage complet du vaisseau en fluide cryogénique, et par sécurité pour ce premier remplissage, l'engin est rempli en azote liquide. À pression atmosphérique, l'azote liquide bout à une température de moins 196 degrés Celsius et à plus haute température quand la pression s'élève. L'utilisation de l'azote permet de réaliser un test représentatif du remplissage complet des 2 réservoirs et des tuyauteries internes. Des fonds pleins sont montés à leur extrémité car les moteurs Raptor ne sont pas encore installés à ce moment, et une fois remplis en azote liquide, la pression est ensuite montée progressivement à la pression normale de service, proche de 6 bars relatives. SpaceX ne communique pas sur le sujet, mais il est probable que la pressurisation soit montée nettement au-delà de cette valeur, afin de prendre en compte un facteur de sécurité. Par contre, de combien? Est-ce de 1, 2, de 1,4? Ça nous ne le savons pas. Une des caractéristiques intéressantes de l'acier inoxydable 304L utilisé pour la fabrication des Starship est que, contrairement à bien d'autres alliages, dont les alliages légers, il ne perd pas ses caractéristiques mécaniques à très basse température, bien au contraire. Cette propriété lui permet de conserver une haute résistance et une bonne ductilité, il ne va pas casser sous l'effet du gel. Lors de la réalisation de cet essai de tenue structurelle, l'azote utilisé étant liquide et inerte, il n'y a aucun risque d'explosion dévastatrice en cas de rupture accidentelle des parois des réservoirs. C'est la première fois que la paroi externe de notre jeune vaisseau se recouvre de givre sur la hauteur totale des 2 réservoirs. Ensuite, on a les tests de static fire ou les fameux tirs statiques. Après avoir brillamment résisté à l'épreuve du froid et de la pression, le vaisseau ou le booster retourne dans le premier ou le second mégabay pour inspection, la finition du montage des équipements de vol et l'installation de leur moteur, et ceci fait, c'est retour sur Massé pour les vaisseaux et sur le site de lancement pour les boosters. Le nouveau stand d'essai sur Foss, créé à Massé l'année dernière, est maintenant totalement opérationnel. Autrefois réalisé sur les anciens pads A et B suborbitaux de Boca Chica, les tests de tir statique des 2e étages y sont systématiquement réalisés. Le vaisseau est posé sur une chaise mobile à 4 pattes, tendrement dénommée le Crab, qui lui sert à la fois de support de transport et de stand lors des mises à feu. La jupe inférieure du vaisseau y est solidement boulonnée et le Crab lui-même fixé au sol à l'aide de liaisons mécaniques prévues à cet effet.
Et oui, ça c'est une étape très importante car qui dit static fire dit allumage réel des moteurs et donc poussée verticale exercée sur le vaisseau. Il ne s'agit donc pas à la manière des Chinois d'observer le décollage d'un vaisseau en cours de test comme on a pu le voir. Avant le début des essais, la platine du prototype est connectée manuellement aux diverses tuyauteries souples véhiculant les fluides requis. Le vaisseau est en fait totalement dépendant de cette fourniture de fluide amenée par les installations au sol, et après balayage des circuits et une pressurisation initiale à 6 bars, le remplissage des réservoirs peut enfin commencer. En premier lieu, c'est toujours le réservoir d'oxygène liquide situé à la base du vaisseau qui est rempli en oxygène liquide, car cette fois-ci ce sont bel et bien les vrais ergols qui sont chargés dans les entrailles de la bête. Là ça ne rigole plus, toutes les mesures de sécurité sont prises pour éviter une regrettable petite fuite. Lors des tirs statiques, le réservoir d'oxygène est rempli à 100% afin de charger au maximum le vaisseau et le plaquer sur son siège, puis ensuite le réservoir de méthane posé juste au-dessus est lui rempli aux alentours de 20% généralement. Et là, logiquement, je suis certain que vous allez tous me demander, mais pourquoi donc cette différence ? Bon, premièrement, nous l'avons dit précédemment, lors d'un tir statique, la mise en marche des moteurs, 33 pour un heavy booster et 6 sur un vaisseau, vont provoquer une forte poussée vers le haut, même si leur puissance maximale n'est pas sollicitée lors de cet essai. La finalité d'un tir statique, précisons-le, c'est simplement de s'assurer que l'ensemble du système de propulsion est apte à démarrer, à fonctionner quelques secondes, puis à s'arrêter ensuite dans des conditions normales de sécurité. Il n'y a pas de course à la performance ici, ce n'est pas du tout le but. Mais même si la poussée maximale des moteurs n'est pas recherchée, il est tout de même incontournable de pressuriser les réservoirs principaux, faute de quoi les moteurs fixés sur leur dôme inférieur les enfonceraient complètement. Il est possible, mais non démontré, que lors des tirs statiques, le niveau d'ergol dans les réservoirs étant quasiment constant, la pressurisation autogène par les moteurs ne soit pas utilisée, ceci dans le but de ne pas polluer inutilement les réservoirs par de la glace d'eau, un phénomène tant redouté en vol. Lors du dernier tir statique du S-34, les 6 moteurs ont fonctionné durant une durée de près de 57 secondes, c'est beaucoup plus longtemps que les 5 à 10 secondes habituelles. Cette durée, anormalement longue, est probablement liée à la validation de modifications importantes apportées à cet exemplaire suite à l'explosion en vol de son prédécesseur. Nous l'avions déjà évoqué dans un récent journal de la Starbase. SpaceX avait rapidement déclaré que l'essai avait permis de valider les différents régimes de marche qui seront rencontrés par les moteurs lors du prochain vol au FT8, ce qui inclut donc un fonctionnement à 100% de puissance avec ses 3 sea levels plus les 3 vacuum, et on peut donc estimer à près de 1400 tonnes la poussée subie par le prototype. Ce chiffre est de l'ordre de sa masse totale tout plein fait. Or, pour des raisons de sécurité, le réservoir de méthane n'est que très partiellement rempli. Donc sans un solide boulonnage sur sa table d'essai, trop léger, il se soulèverait en arrachant ses connexions. Cet essai marathon d'une durée inédite a également permis de visualiser le lignage particulier de l'alimentation des moteurs durant cette marche prolongée. L'essai débute avec un niveau de méthane d'environ 20% et ne baisse pas d'1 centimètre durant toute la durée de marche des moteurs. En tablant sur une consommation moyenne sur l'essai de 500 kg d'ergol par seconde et par moteur, le S-33 a donc consommé 500 x 6 x 57 égale 171 tonnes réparties entre oxygène et méthane. Or, la ligne de givre bien visible ne bouge pas d'1 centimètre. L'explication ici est alors très simple, le vaisseau est connecté à sa station-service au sol et les ergols aspirés par les moteurs proviennent directement de la ferme locale. Le niveau établi dans les réservoirs du ship ne sert alors qu'à faire tampon et réguler la pression à l'aspiration des turbopompes. Ainsi, la durée des essais est totalement indépendante de la quantité d'ergols chargés dans le vaisseau, pour le plus grand bien de la sécurité des installations. Après l'arrêt des moteurs, les réservoirs sont vidangés, les ergols retournent sagement à la ferme pour y être restockés, et lors de la phase finale de dépressurisation des réservoirs, la détente de la phase gazeuse génère un surrefroidissement, visible à l'apparition soudaine d'un nouveau voile de givre uniforme sur toute leur hauteur. Le phénomène est d'ailleurs transitoire et disparaît rapidement. Il n'y a pas de différence de principe notable entre un déroulement de tir statique sur un vaisseau ou sur un heavy booster, sinon que l'opération se déroule sur le pas de tir orbital pour ce dernier. Le booster est solidement retenu par des pinces boulonnées au niveau des 20 bras rétractables périphériques, et oui, avec moins de 2700 tonnes d'ergols chargés, un blocage au sol est donc également indispensable. Côté liaison avec la ferme ici, c'est le bras du Quick Disconnect qui est utilisé, et reste connecté durant toute la phase de fonctionnement des moteurs. Son aptitude à la rétraction rapide n'est donc pas utile pour cet exercice. A priori, même stratégie d'alimentation en ergol du booster, même si nous n'avons pas encore assisté à des tirs statiques de plus de 10 secondes, ce sera peut-être le cas quand le pas de tir numéro 2 sera équipé de sa fosse par flamme. Tout habillé de tôle d'inox poli, le Heavy Booster se couvre également de givre dès que les ergols cryogéniques le traversent. La lecture de ce qui se passe dedans peut donc se faire facilement depuis le dehors. Enfin, on a le dernier scénario, ce sont les décollages réels sur le pas de tir. Dans ce cas-là, le plus important en fait, plusieurs paramètres tout aussi importants changent radicalement. Tout d'abord, la masse de la fusée, composée de ses 2 étages superposés.
En fait, de 370 tonnes de pur inox rutilant à vide, ici 250 pour le booster et 120 pour le vaisseau, la colonne d'acier va se charger de près de 4700 tonnes d'ergol pour la première version V1 et proche des 5000 tonnes en version V2. Cette masse énorme plaque fortement le booster sur son assise et le risque de basculement reste faible en l'absence de tornade bien sûr. Aussi, les mâchoires qui précédemment retenaient fermement le booster sur son assise ne sont pas boulonnées, seules les pinces sont fermées à l'aide d'un petit vérin de manœuvre sans grande prétention. Il est en effet inutile d'en faire trop dans ces moments-là, le risque principal ce n'est pas un décollement anticipé de la fusée géante, mais plutôt les dégâts qu'occasionneraient des pinces bloquées qui ne s'ouvriraient pas au bon moment. Il n'y a pas de boulon donc, ni appel à volontaire pour aller les débloquer quelques secondes avant le décollage. Côté fourniture de fluide, le Heavy Booster est connecté aux installations au sol par l'intermédiaire de son court bras ravitailleur, appelé QD. Le remplissage des réservoirs fait dorénavant partie d'une chorégraphie que nous connaissons bien et qui évolue, mûrit, lancement après lancement. Ce remplissage s'effectue d'ailleurs maintenant en moitié moins de temps que lors des tout premiers vols. Modification de la ferme orbitale, évolution des procédures, le tout est bouclé en moins de 45 minutes, et ce temps pourrait encore être amélioré. Il est à noter que le vaisseau et le booster font le plein en parallèle, les nouveaux circuits d'ergol modifiés le permettant. Sur le Heavy Booster, la ligne de givre monte progressivement et nous renseigne sur le niveau visé pour le vol. Le 100% n'a encore jamais été atteint, même si les réservoirs d'oxygène sont généralement un peu plus remplis que ceux de méthane. Sur les 6 premiers vols, sans charge marchande ni simulateur de masse, le plein d'ergol n'était de toute façon pas requis, toutes les missions étant à ce jour suborbitales. On peut supposer que le prochain vol réellement orbital utilisera 100% de la capacité de stockage des 2 étages. L'absence de tout isolant thermique posé sur la surface extérieure des vaisseaux nous offre donc une lecture directe du profil de la mission, ce qui est très pratique. Ce mode de lecture aurait été impossible avec un Starship consommant de l'hydrogène liquide. Ce carburant stocké à une température bien plus basse encore que le méthane, à près de moins 253 degrés Celsius sous une pression d'environ 6 bars, requiert inévitablement une forte protection thermique contre le réchauffement. Impossible donc de visualiser le niveau de remplissage du réservoir central du SLS, pourtant gigantesque. Sa belle peinture orangée habille une mousse de PVC de 3,5 cm d'épaisseur qui masque le niveau réel dans le réservoir et de plus alourdit sensiblement le vaisseau. La couche de givre qui recouvre l'ensemble de la fusée représente une masse non négligeable que l'on peut estimer aux environs de 20 tonnes pour une couche de 1 cm sur une surface de 2000 m². Mais ce surpoids heureusement se résorbe rapidement, il est ébranlé par les fortes trépidations du vaisseau ainsi que la vitesse atmosphérique. Utiliser un revêtement isolant pèserait donc davantage et serait une pénalité constante dans toute la durée du process. Best parties no part encore une fois. Côté pressurisation du booster, il s'agit de ne pas se louper car en cas de défaillance de la mise sous pression des réservoirs principaux, assurés par les circuits de la ferme orbitale, il s'écraserait sous le poids du vaisseau posé dessus bien avant de décoller. La liaison dite pré-presse sur la platine de raccordement est donc d'une importance vitale dans cette phase du lancement, tant que les moteurs Raptor eux-mêmes ne se chargent pas de l'opération. Dès que les 33 Raptors donnent de la voix, c'est le prélèvement des gaz chauds issus de la combustion qui sont redirigés vers le haut des réservoirs et se chargent de les gonfler à leur valeur normale de service en vol, autour des 6 bars. La transition entre ces deux modes de pressurisation est un moment critique du décollage, c'est pour cela que le Quick Disconnect n'est débranché qu'à la toute dernière seconde. Quand les 7500 tonnes de poussée se liguent pour éjecter la fusée de son confortable siège, toute faiblesse de ce paramètre crucial serait instantanément fatale, et le même raisonnement s'applique aussi au vaisseau, juste avec des chiffres un peu moins énormes. Eh bien merci Philippe pour ces précisions, voilà les terriens, merci encore pour votre présence, vous êtes de plus en plus nombreux, et avant de quitter cette vidéo, vous qui découvrez peut-être la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et surtout mettez bien le pouce en l'air pour l'algorithme de YouTube. Quant à moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine, n'oubliez pas qu'on se retrouve ce vendredi sur le Journal de l'Espace pour l'actualité spatiale, à très bientôt les terriens.